Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la visite de nos ministres sur le territoire. Et pour en parler, Daniel Zaidani qui est présent. Bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation, surtout un vendredi. Mais vendredi, c'est Zaidani. Absolument. Ça, on le sait, on ne va pas déroger à la règle. Alors, vous avez voulu rebondir et donner votre impression sur la visite des ministres ici à Mayotte. Alors déjà, je ne pourrais pas commencer ce temps de parole sans rendre hommage d'abord au sénateur Marcel Henry qui nous a quittés en début de semaine avec la couverture médiatique que vous avez fait. Je tenais aussi à vous remercier d'avoir mobilisé vraiment votre équipe pour qu'on puisse vraiment rendre un bel hommage. C'est un moment important pour Mayotte. Absolument. Et vous savez, nous, pour nous, c'est le père de la départementalisation. C'est notre chef, c'était le président du MDM. Une personne qui s'est investie totalement dans le combat de Mayotte française et qui n'a jamais dérogé à ses convictions. Et pour nous, cela est et restera un exemple à suivre pour notre nouvelle génération que nous sommes. Et je profite également de l'occasion pour indiquer que dès demain, il y aura un Maoulida Chengue qui sera organisé à Pamandzi, chez lui. Donc j'invite bien évidemment toute personne à venir en petit air demain pour rendre cet hommage à travers ce Maoulida Chengue qui sera fait donc demain à Pamandzi. Et ce nom ne pourra plus jamais être oublié parce que, comme on en parlait juste avant de commencer, son nom va être donné enfin à notre aéroport. Oui, je pense que ça fait partie dans la petite gabasse des ministres, dans les annonces qui ont été faites. C'est clair que l'annonce de porter le nom de Marcel Henry à l'aéroport, c'est une annonce qui était très attendue et très appréciée. Et je crois que c'était le plus bel hommage que pouvait lui faire le gouvernement à travers cette nomination de ce aéroport international qui se nommera de même aéroport Marcel Henry. Et donc vous avez parlé d'annonces, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup d'annonces. Les ministres ont commencé très rapidement à faire des annonces. Quel est votre sentiment par rapport à toutes ces annonces qui sont intéressantes pour Mayotte? Écoutez, moi je pense qu'effectivement, globalement, la venue d'un ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Outre-mer qui n'était également jamais venu sur le territoire et attendu depuis plusieurs mois, était très attendu. Beaucoup d'annonces ont été faites dans plusieurs domaines différents, que ce soit sur le domaine sécuritaire, que ce soit sur le soin avec éventuellement la construction de l'hôpital, sur le plan institutionnel avec la loi Mayotte, avec quelques points qui ont été énoncés. Ce sont effectivement des annonces intéressantes. Maintenant, vous savez, la population, elle vit au quotidien ses problèmes et ses difficultés. Et par rapport à cela, il était, à mon sens, important qu'on puisse avoir des réponses très précises dans certains domaines. En ce qui me concerne, je crois que tout gouvernement, quel qu'il soit, ne peut pas déroger à trois principes. Le premier, c'est le pacte sanitaire. C'est-à-dire qu'il est fondamental que sur le pacte sanitaire, on puisse apporter des solutions immédiates. Dominique Voynet s'est expliqué juste avant moi, donc je ne vais pas revenir sur certaines choses. Donc effectivement, il y a des choses très concrètes qui sont proposées. On nous parle d'un second hôpital qui devrait se construire à Combani. Sada ou Combani? Bon, je pense qu'effectivement, Combani est un lieu approprié puisqu'il est positionné centralement sur le territoire, alors qu'à Sada, il serait plus désaxé, mais on ne sait pas, vous savez, parfois des raisons politiques. C'est les deux endroits qui sont maintenant à l'étude. Vous savez que parfois des raisons politiques peuvent faire évoluer les choses. Mieux que moi. Donc, mais néanmoins, je pense que le choix de Combani est plus approprié. Mais cela montre aussi que nous avons pris du retard dans le secteur parce que lorsqu'on est contraint de mobiliser une compagnie aérienne pour faire des Evassan, jusqu'à 5000 Evassan, on sait que ce n'est pas que du Covid, mais c'est bien pour répondre à l'offre de soins qui n'est pas complète sur le territoire. Cela montre véritablement qu'on a pris du retard en la matière. Donc il va falloir effectivement que les choses soient concrètes et rapides. Je rappelle néanmoins que pour l'hôpital de Petite-Terre, il a été annoncé en 2006. La première pierre a été posée en 2014. Il s'est écoulé quasiment 10 ans, 8 ans, quoi, entre l'annonce et la pose de la première pierre. Il ne faudrait pas non plus, entre cette annonce qui a été faite en 2021, que la première pierre se fasse dans 8 ans, en 2029. C'est pour cela que j'attire l'attention en disant que oui, des annonces, mais nous voulons du concret.
Et donc, on ne peut pas faire reposer en attendant tout l'aspect sanitaire par des évacuations sanitaires. Donc c'est pour cela que mobiliser 5 millions d'euros pour répondre à l'urgence, je le comprends et je l'accepte, mais il ne faudrait pas que ça ne perdure pendant 5 ans. Parce que je rappelle quand même que nous avons contracté un contrat pour 5 ans. 5 ans, ouais. Donc c'est 25 millions d'euros qui seront engagés rien que pour les Evassan. C'est bien, hein, mais il faudrait qu'en parallèle, vraiment, l'hôpital se fasse. Donc pour moi, pour le moment, sur le pacte sanitaire, il y a quand même des pistes qui sont faites. Sur le pacte éducatif, on sait que au niveau de l'éducation nationale, il y a des moyens qui sont mis pour faire en sorte que les élèves puissent étudier. La rentrée scolaire vient se faire. Je me réjouis de constater qu'à Pamandzi, on va avoir 2 nouvelles classes qui vont se créer là maintenant pour répondre à la liste d'attente, notamment pour les élèves qui sont encore à l'école maternelle. C'est une bonne chose, mais nous savons encore que trop d'enfants sur l'échelle du territoire n'ont pas eu accès à l'école faute de place. Donc là aussi, il y a une nécessité, et j'attendais des réponses concrètes sur ce dossier-là, qui ne sont pas venus. Donc ça veut dire qu'encore une fois, on aura des jeunes en âge d'être scolarisés et qui ne le seront pas. Personnellement et à titre personnel, quelle que soit l'origine de ces enfants, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est de dire à l'État, nous avons des mineurs qui doivent être scolarisés, et si on ne veut pas qu'ils décrochent, si on ne veut pas qu'ils prennent une tangente qui les amènerait vers la délinquance, vers la violence et hors du sentier, il faut vraiment mettre les moyens dans l'éducation. Aujourd'hui, là, ils ont plus mis les moyens sur l'insécurité. Ben, là aussi, je reste partagé par rapport à la réponse sur la sécurité. Donc le 3e point, le pacte sécuritaire. Ouais. Le pacte sécuritaire, là aussi, oui, j'ai entendu qu'on allait avoir une nouvelle embarcation pour pouvoir répondre contre l'immigration. Éventuellement une base, pourquoi pas, sur l'îlot de Mtsamboro. Mais encore une fois, les violences urbaines, elles se vivent pas par procuration. Elles se vivent dans l'immédiateté, elles se vivent à l'instant présent et elles nécessitent des réponses immédiates. Elles ne peuvent pas être différées. Vous savez, lorsque vous lancez un SOS, un appel au secours, parce que vous faites agresser, parce que vous êtes en urgence, en situation d'urgence, vous attendez que la réponse soit immédiate. Je prends pour exemple, et je regrette finalement de ne pas avoir entendu les ministres s'exprimer sur cette affaire, lorsque je constate que ce week-end, pendant que les ministres sont sur le territoire, un couple de Mahorais se fait attaquer en zone urbaine par des délinquants avec une arme à feu, des coupes-coupes sous la gorge, y compris d'un gamin de 4 ans, j'attendais à ce que, quand même, l'autorité la plus forte, la plus importante hiérarchiquement au niveau d'un gouvernement s'exprime sur cette question et dénonce les faits, ce qui n'a pas été fait. Et donc, pour ma part, je pense vraiment que ça aussi, ça montre, encore une fois, le décalage qu'il y a entre ce que nous vivons et les réponses qui sont faites par les ministres. Ils ont expliqué, Darmanin a dit, pour répondre à vos problèmes, en les mentionnant, vous allez avoir une 40aine de policiers en plus. Donc il a quand même réagi. Forcément, il n'est peut-être pas allé sur place au moment où vous parlez de ça. Il y a eu les manifestations qui ont eu lieu devant le poste de Mamoudzou. Il a quand même répondu un peu à ça. Mais vous savez, mais c'est particulièrement grave lorsque la victime va porter plainte et que ça plainte n'est pas prise en considération, alors que ça fait des mois et des mois. À chaque fois qu'il y a des agressions sur ce territoire, la réponse de l'État, c'est de dire les Mahorais ne déposent pas plainte. Les Mahorais ne font pas la démarche pour enregistrer ces plaintes, pour qu'elles soient prises en considération, pour qu'une réponse judiciaire soit faite. Voilà une dame qui a un couteau sous la gorge, son fils qui a un couteau sous la gorge, son mari qui a une arme à feu pointée sur lui, qui fait la démarche, qui va au commissariat et que sa plainte n'est pas prise en compte. Ensuite, bien évidemment, n'ayant pas eu de la considération nécessaire pour passer à autre chose, il y a eu une expédition punitive. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, la mère de l'enfant qui a été un agresseur, qui a été victime, qui a été tué, 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 qui
a porté plainte, sa plainte a été prise en considération, et ensuite s'en est suivi ce que vous savez. C'est très délicat comme sujet. Non, c'est pas délicat, ça traduit la problématique. Non, c'est un cas d'école. Non, c'est un cas d'école. C'est-à-dire, on ne peut pas se venger soi-même, mais il faut qu'on nous propose immédiatement les réponses appropriées pour qu'on ne tombe pas là-dedans. D'où le sentiment qu'au final, on a de la considération pour les délinquants et on les protège et on fait en sorte qu'on fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'expédition punitive, parce qu'effectivement, nous, on a tout à perdre. Citoyens qui payons des impôts et qui travaillons, la prison, la publicité médiatique, la couverture médiatique, ou éventuellement les amendes. Nous, ça a du sens, ce genre de répression. Mais pour le volet sécuritaire, nous ne sommes pas protégés comme nous le voulions. Est-ce que le ministre a apporté des réponses sur l'immédiateté? Pour moi, non. Vous savez, apparemment, quand il fait le lien en disant l'immigration et l'insécurité, parce qu'il l'a fait le lien. Ben déjà, c'est pas mal. Ça veut dire que le discours évolue. L'année dernière, le préfet a fait le lien. C'était déjà un pas. Aujourd'hui, le ministre le fait. C'est un pas supplémentaire. Mais je rappelle que pendant des années, vous étiez traité de raciste dès lors que vous osiez associer l'immigration à la délinquance. Vous étiez dressé. Ça fait 10 ans que je fais de la politique. Là, ça veut dire ça fait 10 ans qu'on me traite de raciste. Il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, je dis maintenant que les ministres apportent des réponses, va renforcer, va mettre des hommes supplémentaires. Mais en attendant, est-ce que pour autant cela répond à notre problématique? Est-ce que les entreprises qui ont le sentiment de ne pas pouvoir exercer leur activité normalement compte tenu de la situation, c'est normal? Est-ce que la population mahoraise se dit bien, tiens, ce soir, je vais pouvoir me rendre à une manifestation le soir, est-ce que je vais pouvoir sortir de chez moi? Je ne crois pas que les réponses qui ont été apportées avant-hier par le ministre va changer les choses. Donc, le pacte sécuritaire n'est pas respecté. Le pacte éducatif n'est pas respecté. Le pacte sanitaire n'est pas respecté. Pour vous, c'est pas assez? Les annonces qui ont fait ne répondent pas vraiment aux attentes des Mahorais? Écoutez, moi, je vous dis très sincèrement, à la rigueur, lorsqu'on me parle de social, vous savez, le RSA, l'augmentation du RSA, la revalorisation des indemnités, etc., pourquoi pas? Ça, on peut le faire de manière progressive. Pourquoi pas? On nous dit la retraite, ce sera progressif. Pourquoi pas? C'est scandaleux, mais pourquoi pas? Mais il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas attendre, on ne peut pas reporter dans le temps un certain nombre de choses. Le pacte social, le pacte éducatif, le pacte sécuritaire, ce sont les fondamentaux sur lesquels on ne peut pas reporter et où la réponse doit être immédiate. Que le garde des Sceaux viendrait en novembre pour annoncer d'autres choses. Donc sur ce volet-là, ils ont l'air d'être plus réactifs. Encore une fois, moi je veux vous dire, vous savez, lorsqu'on parle de la sécurité, ou même lorsque le ministre va venir, si on veut améliorer les choses, disons-le très clairement, il faut déjà que le tribunal de Mayotte soit un tribunal indépendant. Le tribunal de grande instance soit un tribunal indépendant de celui de la Réunion. Parce qu'il faut que les moyens qui soient dédiés à Mayotte soient utilisés exclusivement à Mayotte. Lorsqu'on augmente le personnel, comme on l'a déjà vu dans le passé, mais qu'on les augmente à la Réunion, parce que c'est ça l'ambiguïté. Il peut venir nous dire on va augmenter les magistrats, on va augmenter les juges, etc. Mais c'est personnel. Un centre d'éducatif fermé, il parle plutôt de ce que vous réclamiez déjà. Alors, ils vont un peu dans votre sens, vous réclamiez ce genre d'action. Mais moi je suis parfaitement clair dans ma tête et je sais parfaitement ce que je dis. Il y a des réponses immédiates, il y a des réponses qui se construisent dans le temps. Ouais. Dans le cadre des réponses qui se construisent dans le temps, c'est un hôpital, par exemple, c'est une réponse qui se construit dans le temps. Mais il nous faut une réponse immédiate. C'est-à-dire donner les moyens et l'attractivité du territoire. Pour qu'il y ait de l'attractivité, il faut faire reculer le sentiment d'insécurité qu'il y a sur le territoire. Pour faire reculer ce sentiment d'insécurité, il faut des réponses immédiates par rapport à l'insécurité. On ne peut pas se permettre aussi d'aller dans le temps. Construire un centre éducatif fermé, c'est une réponse qui va se faire dans le temps. Parce que le ministre y vient en 2021, le centre ne va pas ouvrir en 2021. Vous êtes d'accord avec moi? Dans le meilleur des cas, il ouvrira dans 5 ans après études et construction de ce bâtiment. Oui, mais dans 5 ans, combien de vies sera perdue, combien de vies sera cassée par des agressions? Donc la réponse ne peut pas être immédiate avec le centre éducatif fermé. La réponse immédiate, par contre, elle, à mon sens, elle doit être similaire
à la réponse qui a été apportée sur le pacte sanitaire. Vous avez une vie en danger, comme l'a bien expliqué Dominique Voynet juste avant moi. On peut sauver des vies en évassanant des malades vers la Réunion, parce que la réponse ne se trouvant pas sur le territoire, on va prendre le malade, on va l'amener là où les soins se font. De la même manière, sur le pacte sécuritaire, un délinquant à qui on ne peut pas apporter une réponse éducative appropriée, je propose et je milite et j'insiste depuis plusieurs mois pour que ces mêmes délinquants soient sortis du territoire de Mayotte. Après, on choisit, soit on les envoie à La Réunion, en métropole, dans des centres fermés existants, soit ils sont éloignés, on casserait ainsi le phénomène de bande et le sentiment d'impunité. Parce que ce qui est malheureux dans cette affaire, c'est le sentiment d'impunité. Et face à ce sentiment d'impunité qui crée un malaise dans la population, mais il faut savoir qu'il crée aussi un malaise dans les forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes ou les policiers, heureusement, les policiers s'expriment parce qu'ils ont des syndicats, ils ont la possibilité de s'exprimer. Mais malheureusement, les gendarmes ne s'expriment pas en public. En petit air, nous avons des gendarmes. Je discute avec eux. Bien évidemment, je peux vous dire que le malaise, il est aussi réel. Lorsque ils traquent, ils attrapent, ils envoient un gamin, notamment au tribunal, le dossier est étudié et que finalement, ils reprennent la même barge libre avec le gendarme, je peux vous dire que moralement, ça casse. Donc, il y a aussi une réponse immédiate qui doit être apportée pour que la motivation et l'engouement à faire son job soient là. Aujourd'hui, je suis désolé, toutes les réponses qui ont été données ne permettent pas de créer cet engouement. Et malheureusement, quand un gendarme ou un policier n'a plus l'engouement à faire son job parce qu'il a l'impression d'arrêter tous les jours les mêmes personnes et que finalement il récidive de manière indécente, alors forcément la motivation n'y est plus. Donc, et qui en pâtit au final, c'est la population. Donc ce que je peux comprendre, pour résumer, c'est que les annonces pour vous, pourquoi pas, mais il n'y a pas de choses annoncées pour avoir une action tout de suite. Et absolument, absolument. Parce qu'au final, on voit bien, et ça il faut le dire, toutes ces annonces nous placent dans une perspective qu'il faut que le président Macron soit réélu pour que toutes ces annonces se mettent en place. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est un peu une drague politique quelque part pour les élections? Dites-moi quelle est l'annonce immédiate? Aucune. Toutes les annonces se placent dans le temps. Donc après, quelque part, les élus sont mis face à leurs responsabilités en disant, bon, vous êtes conscient que, bon, finalement, le président Macron n'a pas vraiment répondu à vos attentes au cours de son mandat, mais avec les pistes qui sont posées actuellement, vous avez l'embarras du choix de vous dire, vaut mieux que ce soit lui, puisque là, on est déjà lancé. Effectivement, ça peut être une perspective très intéressante et tentante. Mais je rappelle, encore une fois, et c'est ça l'avantage lorsque vous êtes un élu qui s'inscrit dans le temps. Moi, je suis élu depuis 2011. On continue. Donc, moi, je peux vous dire que ces paroles, ces discours, à la veille des élections présidentielles, on en a déjà entendu. J'ai vécu l'élection présidentielle de 2012 en tant qu'élu et président. J'ai vécu l'élection présidentielle de 2017 en tant que conseiller départemental. Ouais. Et là, je suis conseiller départemental et j'entends se dire... Alors, je peux vous dire que j'ai l'impression de faire un bond en arrière et je suis projeté en 2017 ou en 2012 à la veille des élections présidentielles. Oui, toutes les pistes qui nous ont été données sont très intéressantes, très tentantes et donnent envie de donner la chance au président de le faire. Mais moi, je juge d'abord le président, non pas sur ce qu'il va faire demain, mais c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Merci beaucoup d'être venu. Dernière question, Danny. Hier, le changement de présidence au CHM, c'est N'Golo Menti. On attendait un membre du conseil départemental, c'est plutôt un adjoint au maire de Mamoudzou. C'était surprenant. Ben, vous savez, moi, encore une fois, j'aime à dire que la nouvelle équipe du conseil départemental, qui, de ce que j'ai compris du président lorsqu'il était intervenu hier sur vos ondes, a dit c'est une équipe dynamique. Et je crois que le dynamisme, effectivement, ils l'ont montré, puisque chacun d'entre eux, élu de la majorité,
caracole avec une trentaine de responsabilités diverses. Je suis quand même heureux de constater qu'ils ont jugé qu'il était peut-être nécessaire de déléguer à d'autres élus pour mener pleinement cette mission. Donc c'est quelque chose qui honore le conseil départemental de ne pas avoir insisté pour présider cette institution. Et maintenant, j'espère que notre ami et collègue Koloma Ntsi sera à la hauteur parce que, vous le savez, dans le domaine sanitaire, les choses sont importantes. Il y aura une nécessité de se battre et de garantir qu'effectivement cet hôpital, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, ne soit pas renvoyé à des calendes grecques, mais que la pose de la première pierre, pour moi, un délai raisonnable, c'est 2 ans, parce qu'il faut au moins 2 ans d'études dans 2 ans. Donc pour moi, sa mission première, c'est que dans 2 ans, nous posons la première pierre et que dans le même temps, on puisse faire en sorte que le territoire soit plus attractif, parce que le véritable enjeu aujourd'hui, l'offre de soins a du mal à être satisfaisante, parce que trop peu de spécialistes, quels que soient les domaines, ont envie de venir à Mayotte. Donc il va falloir travailler sur l'offre de soins, faire en sorte que le territoire soit plus attractif, ou en tout cas faire en sorte que des nouveaux arrivants arrivent et de créer donc les conditions pour qu'ils arrivent. Et en même temps, il va falloir que sur le territoire et au sein du CHM, on forme vraiment le personnel pour qu'ils puissent mener des nouvelles missions où ils auront plus de compétences. Donc là aussi, il y a un dynamisme de formation qui devrait être mené au sein du CHM. Donc ça, c'est des belles perspectives qui s'annoncent devant et des belles responsabilités. Et j'espère à ce moment-là que notre représentant parlera avant tout et surtout au nom de la population, pour la population et pour le personnel. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans les Zanoni et passer un très bon week-end. Je vous remercie pour cette invitation qui m'a permis de partager un petit peu mon opinion parce que vous le savez, après une visite ministérielle, il est important qu'un grand parti comme le MDM puisse s'exprimer là-dessus et j'espère que les autres partis viendront également poser les pistes. Lundi prochain. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de vos programmes.